Aujourd'hui, nous posons le débat sur un des grands défis de notre région, la sécurité et la paix. Le prétexte, c'est la restitution d'une étude à l'initiative du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui met en exergue la contribution des collectivités territoriales à la paix et à la sécurité. Cette étude a été menée par une équipe dirigée par le professeur Babacar Gueye. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, cette étude a concerné les pays que sont le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et le Ghana. Quels sont les points forts? Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de l'étude? Alors, ce que nous avons essayé de faire dans l'étude, c'est essayer de voir dans quelle mesure les collectivités locales contribuent à la paix et à la sécurité dans ces 4 pays. Mais le faire de manière comparée, c'est une étude comparative entre la décentralisation telle qu'elle a été menée dans ces 4 pays. Et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est qu'au fond, la décentralisation n'a pas pris en compte le volet sécuritaire. Donc on a construit la décentralisation sans prendre en considération le rôle que pourraient jouer les collectivités locales dans la quête de la sécurité et de la paix. Alors, Monsieur Malamine Tamba, vous êtes chargé des questions de gouvernance, de paix et de sécurité au sein de l'UNOA, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi avoir posé aujourd'hui, dans ce contexte-là, ce débat? Parce que dans le Sahel, par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément de conflits djihadistes, conflits communautaires. Il y a énormément d'armées qui sont en place et qui ne parviennent pas à régler ces problèmes de crise, conflits, etc. Et ça veut dire que le salut pourrait venir de ces collectivités territoriales s'ils étaient dotés de plus de moyens et de plus de capacités. Non, merci beaucoup. Nous sommes donc le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, qui a un mandat qui gravite autour de la prévention, de la résolution des conflits. Et dans l'exercice, dans la mise de ce mandat, bien sûr, nous nous intéressons à tous les piliers susceptibles d'être mobilisés pour jouer un rôle déterminant dans la prévention et la résolution des conflits. Nous savons que dans un État, des collectivités locales, les collectivités territoriales jouent un rôle important. Souvent, elles sont surtout au niveau frontalier. Et c'est dans cet exercice que nous sommes intéressés à voir quel rôle ces collectivités locales peuvent-elles jouer, doivent-elles jouer, et est-ce quelles sont les initiatives en cours, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce domaine, comment elles pourraient être amenées à même de jouer un rôle, de contribuer aux efforts des États en matière de prévention, de conflit, mais aussi de sécurité. Aujourd'hui, oui, en pensant que c'est une conjugation des efforts des différents acteurs à tous les échelles dans un État au niveau de la sous-région, ouest-africaine et sahélienne. Voilà comment nous avons conçu l'étude. Oui, c'est comme le professeur l'avait dit, c'est exploratoire, voir dans quelle mesure explorer en tout cas, le rôle qui pourrait être celui des collectivités locales. Mais aussi l'étude aussi, c'est orienté dans l'amélioration justement du rôle qu'elles peuvent jouer, comment faire en sorte que les collectivités locales puissent jouer ce rôle-là, contribuer en tout cas à la prévention, à la résolution des conflits, dans une région, comme vous l'avez dit, qui fait face à des défis multiformes sécuritaires. Voilà. En tout cas, les conclusions du rapport, on retient en substance concernant ces 4 pays-là que les politiques de décentralisation, telles qu'elles ont été élaborées et mises en œuvre, n'ont pas répondu à toutes les attentes, surtout à l'attente concernant les défis sécuritaires de la paix. Le professeur Babacar Gueye l'a évoqué. C'est parce que tout simplement, quand les dirigeants y pensaient, on n'avait pas encore cette problématique de la sécurité. Aujourd'hui, on parle de acte 3 de la décentralisation. Selon certains observateurs, il n'a pas été à la hauteur des attentes et le rapport l'a souligné, l'acte 3 de la décentralisation qui s'est essoufflé, mais quand même Amadou Amadjimé. Je rappelle que vous êtes membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Est-ce que cette décentralisation mise en œuvre depuis les années 1990 sous le régime du président Abdou Diouf
Est-ce qu'il a effectivement permis, cette décentralisation de ramener quand même une paix dans le sud du pays, parce que, bon, ce n'est pas le calme total, mais d'après une définition des Nations Unies, le conflit en Casamance est considéré comme un conflit de basse intensité. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire que je précise que je suis Ibrahima Ama Diémé et non Amadou, et c'est pas méchant. Je voudrais dire que l'application de la volonté du président Diouf depuis les années 90, notamment en cherchant à approfondir la politique de décentralisation en Casamance, qui a été étendue à l'ensemble du pays, n'a pas apporté la réponse que tout le monde attendait. Effectivement, parce que tout simplement, c'est l'approche, à notre avis, qui n'a pas été bonne. Elle a été faussée. Parce que si le conflit est né en Casamance, c'est parce que ce conflit relevait normalement de la situation particulière dans laquelle se trouvait la Casamance, coupée du reste du Sénégal par la Gambie, avec d'énormes potentialités, mais qui malheureusement n'étaient pas exploitées, et les populations se sont senties un peu abandonnées à elles-mêmes. Marginalisées. Et il y avait même cette question du désenclavement, donc qu'il fallait régler à temps pour que peut-être les gens se sentent plus sénégalais. Absolument. Nous étions à l'aube de la création d'un État sénégalais. Donc ça n'a pas marché, parce que dès que la décision a été prise, je me rappelle encore, le président Diouf a dit à Ziguinchor, au stade Ali Sitoé, quand il a dit Casamance dit bonquette, cela veut dire Casamance pardonnez-moi, et il a dit on peut aller le plus loin possible dans la décentralisation, mais pas d'indépendance. Et les gens ont applaudi et attendaient justement l'application de cette déclaration. Et à la grande surprise de tout le monde, ce qui a été fait en Casamance a été étendu à l'ensemble du pays, parce que les autres régions ont dit pourquoi pas nous, alors que ces régions ne sont pas dans les mêmes difficultés que la Casamance. Ces régions n'ont pas les mêmes problèmes que la Casamance. Je rappelle, pour juste illustrer ce que j'ai dit, c'est en ce moment que les Casamancés passaient parfois 2 nuits, 3 nuits au parc de Faraïfeni pour partir vers Ziguinchor, venir de Ziguinchor. Oui. Donc, c'est pas, Saint-Louis n'a pas les mêmes problèmes, Kédougou n'a pas les mêmes problèmes, etc. Donc, ça n'a pas répondu à l'attente. Maintenant, aujourd'hui, il y a effectivement cette appréciation qui veut que le conflit soit un conflit de basse intensité, parce que justement, en réalité, le conflit qu'il y a en Casamance n'est pas un conflit du genre de celui du Mali, n'est pas un conflit du genre de celui du Nigeria, n'est pas un conflit du genre de celui de Sierra Leone ou du Libéria. Oui. C'est pour cette raison, il est là, il attend des réponses objectives, et ces réponses doivent tenir compte des spécificités de la région pour qu'on arrive à le résoudre définitivement. En résumé, décentraliser, oui, mais en tenant compte de spécificités et de particularités de chaque région. Est-ce que ce sera aisé, professeur Babacar Gueye, quand on voit qu'il y a énormément de diversité, comment, du point de vue de la légalité, de nos constitutions, les textes réglementaires, etc., toutes ces particularités-là peuvent être prises en compte? Ce ne sera pas facile, mais il faut quand même essayer. Je crois que pour construire une décentralisation efficace qui réponde aux préoccupations des populations, il faut faire en sorte que les populations puissent l'approprier. Et pour que les populations puissent l'approprier, ils se reconnaissent. Il faut qu'ils s'y reconnaissent. Et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce qu'il faut essayer de construire pour arriver à une décentralisation qui réponde aux préoccupations des populations. Parce que je pense qu'il faut essayer à chaque fois qu'on élabore une loi, au Sénégal ou ailleurs, parce que l'étude ne porte pas que sur le Sénégal, elle porte sur 4 pays, essayer de prendre en considération les préoccupations des populations qui sont concernées, celles qui doivent appliquer la loi, celles qui sont appelées à subir la loi qui va être votée. C'est de cette manière qu'on va arriver à faire des lois qui seront acceptées
acceptés Oui. Par les populations et qui seront appliqués. Oui, vous l'avez rappelé, hein, il faut également préciser, Madame Ntamba, que cette étude-là concerne le Sénégal, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone sur l'impact des collectivités territoriales, je le rappelle, dans la paix et la sécurité. D'après l'étude toujours, ce qu'on nous a montré, on s'est rendu compte que dans ces 4 pays, il y avait quand même quelque chose que ces pays-là avaient en commun. C'est-à-dire, avant même les politiques de décentralisation, il y avait des mécanismes traditionnels qui existaient et à partir de ces mécanismes traditionnels, beaucoup d'aspects étaient pris en compte, notamment les règlements des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont quand même de très très vieux conflits. On a l'impression finalement que les politiques de décentralisation telles que élaborées et appliquées ont plutôt déstructuré ces mécanismes traditionnels qui avaient quand même permis d'avoir une certaine stabilité. Vous avez donné l'exemple dans votre rapport du vestibule du chef traditionnel pour ce qui est du Mali, un peu comme la constitution Mossi au Burkina Faso ou encore le Koro Kanfougan, on n'en fait plus état. Ah oui, je pense que l'étude a montré aussi, en fait, ce n'est pas à montrer les différentes, dans les différents pays, comment, que l'arrimage entre autorités traditionnelles et autorités centrales, qui diffèrent selon les pays. Ce n'est pas la même chose au Sénégal qu'au Mali, ce n'est pas la même chose au Mali qu'au Ghana, ce n'est pas la même chose au Ghana qu'en Sierra Leone. Mais c'est important, je pense que là je voudrais insister sur le fait que l'étude ne porte pas sur le Sénégal. L'étude ne porte pas sur la spécificité sénégalaise, ou l'étude ne porte pas sur la question de Casamance ou quelque chose du sud du Sénégal. C'est une étude qui englobe toute la région ouest africaine et le Sahel. Et juste l'étude a procédé par échantillonnage en prenant 2 pays francophones, de tradition francophone, 2 pays de tradition anglophone. Si vous voyez par exemple le Mali, le Sénégal, le Ghana et la Sierra Leone, on voit par exemple le Sénégal et le Ghana qui sont réputés être stables. On voit par exemple le cas de la Sierra Leone qui sort d'un conflit, qui est dans une phase de construction et de consolidation de la paix. On voit le Mali qui est encore en proie au conflit. Ces diverses réalités sous-régionales qu'on a voulu, à travers ces différences, ces réalités sous-régionales que nous avons voulu voir, le rôle, explorer un peu pour comprendre le rôle que la décentralisation des collectivités locales peuvent jouer. Mais bon, en même temps aussi, l'étude a montré quelque part aussi le rôle important, parce que c'est vrai, ce conflit, la question problématique dans les relations entre le central et le local, et la périphérie, avec aussi les autorités locales, et comment faire de sorte que ces autorités, tout en n'étant pas des collectivités territoriales, puissent jouer un rôle dans la prévention, parce qu'elles avaient justement naturellement joué naturellement ce rôle, et continuent de jouer naturellement ce rôle en dépit de la réalité qu'on vient d'évoquer. Je crois qu'une des recommandations justement, c'est de faire en sorte que cette réalité soit prise en compte au plan légal, afin qu'elle puisse contribuer aux efforts des États en termes de prévention que de résolution de conflits. Ouais. Et dans le contexte actuel, quand on parle de conflits, d'insécurité, tout le monde pense aux menaces djihadistes, alors que dans nos États respectifs, les 4 États qui sont au cœur de votre étude, comme partout ailleurs en Afrique de l'Ouest et même sur tout le continent, on trouve beaucoup de facteurs qui sont à l'origine de conflits, qu'il s'agisse du foncier, l'exploitation ou le contrôle des ressources naturelles, mais aussi, Madame Ntamba l'a souligné, c'est-à-dire comment faire de sorte que, de part et d'autre des frontières, les populations qui ont souvent les mêmes habitudes, les mêmes vécus, puissent collaborer sans qu'il y ait de grandes difficultés, sans qu'il y ait de la tension. Et à ce niveau-là, les collectivités locales peuvent jouer et doivent jouer un rôle en termes d'anticipation, de sensibilisation. Je pense à la situation en Casamance, dans le sud, qui est quand même frontalière avec la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui est mis en œuvre par les collectivités territoriales pour qu'il y ait effectivement ce calme et qu'il n'y ait pas de tension?
Oui, dans cette partie du Sénégal, qui est la plus souvent citée dans le cadre de l'instabilité, effectivement, il faut retenir que on sent la superposition de trois situations. La situation de l'État moderne légal, avec ses institutions. Ensuite, il y a l'autre État qui existe, de fait, ce sont les pouvoirs traditionnels religieux et traditionnels coutumiers. N'est-ce pas? À cela, il faut ajouter maintenant les autres acteurs que sont les jeunes, les femmes, etc., plus les problématiques liées aux différentes composantes de la société. Mais effectivement, les collectivités locales légitimes ne connaissent pas de difficultés majeures par rapport à la question de la sécurité. Je le disais, on n'a jamais senti dans cette affaire de Casamance qui dure de plus de 35 ans un conflit entre les populations de Casamance et les populations de Gambie voisine. On ne l'a pas senti, ça ne ressort nulle part. Également, cela n'existe pas entre les populations de Guinée-Bissau et les populations de Guinée qui sont voisines. Tout simplement parce que, quelque part, ces populations ne conçoivent pas l'idée de frontière de la même manière que les institutions. Parce que les institutions étatiques ont des limites frontalières qui sont là. Moi, je cite souvent mon exemple. Le grand frère de mon père a vécu toute sa vie en Gambie. Tous ses enfants sont en Gambie. Moi, je suis sénégalais. Mais quand je vais en Gambie, je ne suis pas étranger parce que je suis chez eux. Alors, dans le cadre même de la recherche de la paix en Casamance, les gens pensent que oui, les Gambiens doivent dénoncer tous les rebelles qui se réfugient en Gambie. Je dis, c'est pas possible. Si moi, j'étais rebelle, et que je me cache chez mes frères, ce n'est pas eux qui vont dire à l'État gambien, voilà un rebelle qui est venu. Ils ne le feront pas parce que je suis un membre de la famille. Or, cette conception de la frontière est une conception occidentaliste de la frontière, qui n'est pas la même conception que celle que nos parents avaient. Pourtant, ils avaient des États bien organisés, avec des structures de fonctionnement et des mécanismes de règlement de conflits, de litiges, parce que le chef traditionnel quand même, avait un pouvoir, et quand il disait que voilà ce qu'il faut faire, tout le monde y adhérait. Aujourd'hui, ce chef est relégué à un second plan, à côté du maire, à côté du président du département, à côté de, je ne sais pas quel autre, du préfet ou du sous-préfet. Donc, lorsque le sous-préfet ou le préfet entreprend une action, il n'intéresse pas généralement le chef de village ou le chef coutumier de la région. Donc, conséquence, il y a une sorte de rivalité de pouvoir. Et lorsque maintenant c'est difficile, c'est à ce moment qu'on pense pour la communication à tous ces chefs. Mais après, dans l'application des décisions ou dans la prise de décision, ils sont mis au second plan. On ne les écoute pas. Et c'est ça qui a fait que nous disons que ces collectivités-là ne jouent pas suffisamment le rôle. Et j'ai interrogé le professeur d'ailleurs en le taquinant, mais j'accepte la réponse qu'il a donnée. En fait, la collectivité et la communauté, qu'est-ce qui prime? Il a bien fait de rappeler que la communauté était là avant la collectivité. Et la communauté, en tout cas, avait des modes de fonctionnement qu'on a voulu transférer à la collectivité, mais sans lui donner tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Résultat, on a deux pouvoirs qui cohabitent, parfois même l'une englobe l'autre, ou alors une est coupée en deux, et c'est ça qui est à l'origine des difficultés. Mais quand on le fait de façon intelligente, en associant tous les acteurs, je crois qu'on arrive à apaiser la zone, et c'est ce qui est arrivé en Casamance. Cette accalmie-là que nous vivons, qui est la plus longue, que nous souhaitons et d'ailleurs définitive, est issue justement de la démarche nouvelle qui consiste à intégrer tous les acteurs, n'est-ce pas, sans en négliger aucun. Et d'ailleurs même en mettant les acteurs institutionnels en arrière-plan, parce que les traditionnels, eux, ont la même culture, ils ont le même mode de fonctionnement, et cela permet d'avancer. Professeur Babacar Gueye, par rapport à l'étude dans ces quatre pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana et la Sierra Leone, est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce que le Mali, le Sénégal, pardon, l'étude concerne le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et le Ghana. Le problème de nos collectivités territoriales, en fait, ces problèmes-là, c'est depuis les temps coloniaux, après les indépendances, parce que quand le colonisateur était là, dans nos pays, il y avait, par exemple, au Mali, le pays utile. C'est-à-dire la capitale et tout ce qui tourne autour, la périphérie. Et tout le reste n'est pas important. Et on a remarqué cette même situation dans beaucoup de pays de la sous-région. Et jusqu'à présent,
c'est ressorti au cours des discussions, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc., chaque fois que des fonctionnaires sont affectés dans certaines parties du pays non utiles, ils considèrent cela comme une sanction. Et donc, les populations de ces zones non utiles ne se sentent pas vraiment membres à part entière de ce pays, de cet État, etc. Comment alors les gouvernements, avec les populations à la base, avec les communautés, peuvent dérouler une stratégie, ce sera un processus pour que tout le monde s'approprie réellement les politiques de décentralisation qui sont mises en œuvre? Alors, pour que tout le monde s'approprie les politiques de décentralisation qui sont mises en œuvre, il va falloir d'abord élaborer les politiques, non pas pour la capitale, mais pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble du territoire. Que ces zones qui ne comptent pas, justement, commencent à compter et qu'elles soient prises en compte et que les communautés qui vivent sur place dans ces zones-là soient prises en compte dans la politique de développement local, dans la politique de la décentralisation. Parce que ce qui s'est passé souvent auparavant, avant qu'on ne commence à élaborer ces différentes politiques de décentralisation, beaucoup de populations vivant dans la périphérie étaient livrées à elles-mêmes. Ouais. Et donc, dans ces zones-là, ce sont les communautés traditionnelles, les mécanismes traditionnels de règlement des différends qui étaient mis en œuvre pour éviter justement qu'il y ait des difficultés dans la cohabitation entre les différentes communautés. Maintenant que l'État a décidé de prendre ensemble l'ensemble du territoire, il va falloir qu'il légifère pour l'ensemble du territoire, non pas pour uniquement la capitale. Oui, et mettre tout le monde là-dedans, y compris tout le monde là-dedans, il faut que les populations à la base aussi se reconnaissent dans la législation. Tout à fait. Parce que la législation, la loi leur est destinée, il faut qu'elles se reconnaissent dans la loi. C'est la meilleure façon d'obtenir l'obéissance à la loi. Alors, Monsieur Tamba, au-delà de ces 4 pays qui entrent dans l'étude, quel est le pays dans l'espace ouest-africain et le Sahel a aujourd'hui un bon modèle en termes de décentralisation? Ça, il faut poser la question à celui au professeur, c'est lui l'expert. Mais puisque vous êtes une OA et que vous avez une vision globale de la situation, en fait, lui, son étude s'est concentrée sur 4 pays. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, justement, c'était de voir à travers cette étude comment une des recommandations, c'était des résultats attendus, c'était de voir un schéma de décentralisation plus adapté, à même de prendre en compte toutes ces questions. Et je pense que ceux qui ont monté l'étude sont mieux placés pour voir un peu quel est, en termes d'expérience, de bonnes pratiques. Parce que c'est ça, on parle de bonnes pratiques, pas de meilleurs schéma, mais de bonnes pratiques. Quels sont les pays, ou quels sont les pays qui ont des pratiques qui pourraient inspirer les autres et puis tous les autres acteurs qui sont intéressés aux questions de paix et de sécurité en termes de contribution des collectivités locales à la prévention des conflits et la résolution des conflits. Je pense que c'est ça l'exercice. Ce n'est pas en termes de voir le pays qui est champion à la matière, mais c'est juste voir un peu à travers l'étude en termes de bonnes pratiques. Mais aujourd'hui, les discussions ont permis aussi de soulever d'autres pratiques qui viennent des pays, certainement, qui ne sont pas prises en compte, qui ne font pas partie de l'échantillon. Voilà, donc c'était ça le but de l'exercice. C'était en termes de bonnes pratiques, et non pas forcément en termes de voie de champion en matière de décentralisation. D'autant plus que l'étude a révélé aussi que les problématiques sont plus ou moins les mêmes de façon globale, et voir aussi même les stratégies à la base de la conception des politiques de décentralisation répondent aux mêmes soucis, aux mêmes objectifs, plus ou moins en termes de renforcement de la démocratie, en termes de renforcement de la participation des populations à la gestion des affaires publiques,
mais aussi, quelque part aussi, voir une coïncidence entre des politiques au niveau de décentralisation dans certains pays, dans différents pays, et aussi des problèmes auxquels les pays ont connu. Sans le dire, on a vu au Ghana, que ce soit au Ghana, que ce soit en Sierra Leone, au Sénégal ou au Mali, d'une façon ou d'une autre, il y a à un moment donné une coïncidence entre des politiques de décentralisation et des situations, ou des tentatives, des stratégies de sortie de crise, même si les crises ne sont pas les mêmes, selon qu'on se trouve en Sierra Leone, au Ghana, et au Sénégal et au Mali. Voilà. Merci beaucoup, M. Malamine Tamba. Professeur, une conclusion? Une conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de modèle, mais il faut faire en sorte que la décentralisation, en tout cas les tentatives de construction ou de conception de politique de décentralisation pour le futur, pour l'Afrique, prennent en considération non seulement le besoin de plus de démocratie, de plus de participation, mais également le besoin de paix et de sécurité. Je crois que la plupart des politiques de décentralisation qui sont mises en œuvre ces dernières années ne prennent pas en compte le défi de la paix et de la sécurité. Or, c'est le défi majeur auquel l'Afrique est confrontée. Et merci beaucoup, professeur Babacar Gaye, constitutionnaliste. Je rappelle que vous avez mené cette étude sur la contribution des collectivités territoriales pour la paix et la sécurité, et l'étude concernait le Sénégal, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone. Merci beaucoup, professeur. Et cette étude, vous l'avez réalisée pour le compte du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, représenté dans ce débat par M. Malamine Tamba, qui est chargé de la gouvernance et des droits de l'homme, plusieurs casquettes à la fois au sein de l'UNOA. Et enfin, merci à Ibrahima Amadjeme, qui est membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, pour cette expérience de la situation dans le sud du pays que vous avez bien voulu partager avec les internautes de la plateforme de Séné+. Merci tout le monde de nous avoir suivis et à la prochaine.